Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature française, Manon Lescaut, de l'abbé Prévost. Et attention, on parle d'un roman qui, à sa sortie, a été une véritable bombe. Et franchement, dire que l'accueil a été passionné, c'est un euphémisme. Dès sa parution en 1731, le succès est juste foudroyant. Mais en même temps, le livre est tout de suite jugé totalement immoral. Résultat, censuré, saisi et même brûlé en place publique. Le scandale, le vrai. Alors la vraie question, c'est ça. Comment est-ce qu'un livre aussi sulfureux a pu devenir un mythe intouchable de la littérature qui nous parle encore aujourd'hui? C'est ce qu'on va essayer de démêler ensemble. D'où vient cette puissance incroyable de cette histoire de passion et de transgression? Bon, pour comprendre ce scandale, le point de départ, c'est de regarder ce que l'auteur lui-même avait en tête. Qu'est-ce que l'abbé Prévost a bien voulu faire avec une œuvre aussi explosive? Eh bien en fait, l'abbé Prévost, il applique une recette classique de l'époque, plaisérer et doxérer. Ça veut dire quoi? Plaire et instruire. L'idée, c'est d'utiliser l'histoire, l'aventure, la passion, un peu comme un appât pour nous captiver. Et une fois qu'on est ferré, hop, il nous fait passer le message, la leçon de morale, bien plus sérieuse, attention aux dangers de la passion. Alors, premier ingrédient qui fait tout le sel et tout le scandale du roman, c'est personnages. On a affaire à des protagonistes qui vivent complètement et délibérément en dehors des règles de la société. Ce mot marginalité, il est vraiment au cœur de tout. Manon et Des Grieux sont en marge de la société à cause de leur choix de vie, ils sont en marge de la morale à cause de ce qu'ils font, et à la fin, ils se retrouvent même en marge géographique, carrément exilés, loin de tout ce qu'ils ont toujours connu. Et cette rupture, elle est vraiment au centre de l'histoire. D'un côté, on a tout ce qui représente l'ordre social du XVIIIe siècle, les piliers quoi, la famille, l'église, la justice. Et de l'autre, on a nos héros, qui eux incarnent tout l'inverse, le chaos, la rébellion. Des Grieux avec sa passion dévorante, Manon avec sa soif de plaisir, et son frère Lescaut, qui est juste un délinquant en fait. Et leurs actions, bon, elles sont assez parlantes. Ils ne font pas que rejeter les règles, ils les piédinent activement. Leur histoire, c'est une véritable escalade. Ils fuient le destin qu'on leur avait tracé, ils vivent ensemble sans être mariés, ils trichent, ils volent, et ça va jusqu'au meurtre et aux évasions de prison. Rien que ça. Cette image, elle illustre parfaitement un des sommets de leur rébellion. L'évasion de la prison de Saint-Lazare, ce n'est pas juste un rebondissement pour pimenter l'histoire, non, c'est un véritable acte de guerre contre cet ordre social qui veut à tout prix les séparer et les punir. Ok, mais alors, pourquoi est-ce qu'on est aussi fasciné par cette histoire de marginaux? Comment ça se fait qu'on accroche à ce point? C'est là qu'entre en jeu le deuxième ingrédient secret, ce qu'on appelle les plaisirs du romanesque. Et cette idée, c'est vraiment ça qui explique l'attraction du livre. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à le poser, même quand franchement les personnages nous tapent sur les nerfs. C'est juste le plaisir pur de l'aventure, des rebondissements, de l'émotion à l'état brut. Ce plaisir, en fait, il vient de plein de choses. Il y a l'adrénaline de l'intrigue, évidemment, mais il y a aussi cette sympathie un peu bizarre qu'on ressent pour eux, ce fameux goût des larmes quand on voit leur malheur. Et puis, il faut bien l'avouer, il y a aussi ce petit plaisir coupable de voir l'ordre établi se faire secouer comme ça. Et c'est Flaubert qui en parle le mieux. Il met vraiment le doigt sur le génie de Prévost. Le vrai tour de force, c'est de réussir à nous faire aimer des personnages qui sont, soyons honnêtes, des vauriens, des fripons comme il dit. On s'attache à eux, à leur passion, à ce qu'il y a d'humain en eux, malgré tous leurs défauts. D'accord, mais alors comment est-ce que tout ça s'emboîte? La marginalité d'un côté et le plaisir de lecture de l'autre. Eh bien en fait c'est très simple, c'est justement parce qu'ils sont en marge que l'histoire est aussi captivante. Leur marginalité c'est le moteur de tout. Au cœur de tout ça, il y a une passion complètement bancale, asymétrique. D'un côté, on a Des Grieux qui est passionné par une personne, Manon, mais Manon, elle, est passionnée par autre chose, par un style de vie. Le luxe, le confort, les plaisirs, et c'est ce déséquilibre fondamental qui va causer tous leurs problèmes. Donc, le vrai conflit, le point central, c'est ce choc-là. Ce n'est pas juste une simple histoire d'amour, non. C'est l'histoire d'un individu dont l'amour absolu, la passion, entre en collision frontale avec les règles d'une société super rigide. Et cette société, elle est incarnée par une personne, son père. Et là, le fossé entre le père et le fils, il est juste immense, infranchissable. Pour le père, les valeurs, c'est l'honneur, le devoir, la lignée familiale. Pour Des Grieux, il n'y a qu'une seule chose qui compte, un seul absolu, son amour pour Manon. C'est un vrai dialogue de sourds, le choc entre deux visions du monde qui ne pourront jamais se comprendre. Et ça, c'est la conséquence finale de leur rébellion. La société ne se contente pas de les mettre en prison, elle va plus loin, elle les bannit. La déportation en Louisiane, c'est la punition ultime. C'est l'expulsion physique, littéralement, aux confins du monde connu. C'est la sentence pour ceux qui ont osé défier les règles. Ok, alors revenons à notre question du début. Comment est-ce que cette histoire, qui a démarré comme un scandale, a pu traverser les siècles et devenir un véritable mythe littéraire? La réponse, en grande partie, c'est Manon.
elle-même. Elle n'est plus juste un personnage de roman, elle devient une figure, un archétype, un mythe. C'est sa complexité et toutes ses contradictions qui la rendent si fascinante. On n'a jamais fini de l'analyser. Parce que le mythe de Manon, c'est un concentré de contradictions. On dit souvent que c'est la première femme fatale de la littérature, celle qui mène l'homme à sa perte. Mais en même temps, elle est un paradoxe sur pattes, à la fois sainte et pécheresse, ange et démon. Elle est innocente parce qu'elle ne voit pas le mal, mais en même temps, elle est profondément corruptrice. Cette phrase de Maupassant, elle résume tout à la perfection. Manon, c'est l'éternelle et rusée et naïve tentatrice. Vous voyez le paradoxe? Rusée et naïve. C'est justement parce qu'elle semble incapable de faire la différence entre le bien et le mal qu'elle est si dangereuse et si fascinante. Au fond, elle n'est pas méchante, elle est juste Manon. Et au final, c'est la grande question que le roman laisse en suspens. Quand on suit le parcours de Manon et des Grieux, on se demande, est-ce que vivre sa passion à fond, c'est la forme ultime de la liberté, ou est-ce que c'est juste le chemin le plus court vers l'autodestruction, pour soi et pour les autres? Le livre ne donne pas de réponse toute faite, et c'est peut-être pour ça, justement, qu'aujourd'hui encore, on continue d'y courir comme au feu.